Vandis, bonsoir. Bonsoir. Vous venez donc ici participer aux Assises internationales du roman à Lyon. Oui. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre œuvre littéraire sous l'angle de l'Afrique, donc pour le journal Écho d'Afrique? Je suis une fille d'une famille coloniale. Mes parents viennent d'Indonésie. J'ai 3 sœurs métisses. J'étais toujours très jaloux de leur passé, de leur expérience de guerre. J'étais dans un camp d'internement japonais, mais aussi de leur couleur, mais aussi de leur passé colonial. Mes parents n'ont jamais parlé de ça parce que la guerre était une chose douloureuse. Ma mère a perdu son premier mari qui était découpé par les Japonais. Mon père était dans un camp d'internement où il travaillait dans le chemin de fer japonais, où il a beaucoup perdu ses amis. Ce pourcentage des hommes qui sont morts sont 40%. Donc mon père était aussi un homme difficile et très, avec un passé douloureux. Donc je ne pouvais pas parler de leur passé. Donc quand étudiant, j'ai inventé un autre paradis, un paradis de mon cœur. C'était l'Afrique des livres. Et quand j'avais 21 ans, j'ai fait des voyages. J'étais en Égypte, j'ai fait dans le Nil une croisière dans le sud, Wadi Halfa, le Soudan. J'ai vu les gens, les Nubiens, et tout à coup j'étais touché par un autre continent qui m'intéresse beaucoup. Et je commençais à lire autres livres, pas les livres d'aventure, pas de Stanley et de Livingstone et tout ça, et les livres d'aventuriers, mais des livres des écrivains africains. Okot Pitek au Kenya, Chinua Achebe de Nigeria, Cyprien Kwenzi, Wole Soyinka, aussi un écrivain sénégalais, tout à coup son nom m'échappe, Sembène Ousmane. Et j'ai fait un voyage quand j'avais 25 ans de Kenya jusqu'à Sénégal pour interviewer des auteurs africains. C'était tout neuf dans les années 70, aux Pays-Bas en tout cas. Et je voulais montrer une autre Afrique, pas l'Afrique des tam-tams et des danses et des animaux sauvages, ça ne m'intéresse pas du tout, mais une Afrique des intellectuels. Les Noirs avec des lunettes, et les Blancs ont peur des Noirs avec des lunettes. Et c'est pour ça que je voulais parler avec eux. Depuis 7 ans, l'Afrique part de mon cœur. J'ai l'Afrique en dessous de mes peaux. Donc vous avez fait... Je suis le cochon blanc de la famille, mais dedans, je suis un petit peu l'Africain. Vous avez fait plusieurs voyages? Oui, j'étais 14 fois en Afrique. D'accord. Ouais. Donc le premier voyage, au début des années 70? Oui, c'était un voyage pour rencontrer des écrivains. Et j'ai fait une autre chose. J'ai fait mes études de la langue néerlandaise et en étudiant, j'ai rencontré une autre langue, une langue germanique, l'afrikaans, touchée par l'Afrique. C'était une langue tout à fait douteuse, parce que c'était une langue d'oppresseurs blancs de l'Afrique du Sud. Mais c'était aussi la langue des Bruns, les gens métis. Il faut avoir cette couleur différente, parce que dans les temps d'apartheid, on avait les Bruns, les Blancs, et les Indiens et les Noirs. Et c'était une langue qui pouvait très bien exprimer les douleurs et la beauté de ce pays. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et aussi parce que c'était un petit peu une langue défendue, comme le paradis de mes parents était un paradis perdu. Donc j'ai étudié cette langue comme seul personnage, comme seul étudiant même, parce que c'était vraiment bizarre. Mais j'avais surtout un intérêt pour les écrivains qui étaient défendus, comme Breitenbach, André Brink. Et j'ai fait mes études et j'étais aussi en Afrique du Sud, même pendant l'apartheid, pour 3 mois. Je trouvais très difficile et pénible, et après on m'avait révusé un visa pour 17 ans. Mais après la libération de Mandela, parce que j'ai écrit des articles très critiques dans les journaux hollandais, c'était cet intérêt pour l'Afrique qui m'a montrer le chemin du journalisme, parce que dans les pays des aveugles, l'homme avec un œil est roi, comme on dit dans Hollande, et moi je savais quelque chose de l'Afrique, donc je pouvais écrire de ça. Qui était très différente de l'image un peu stéréotypée qu'on donnait à l'époque aux Pays-Bas. J'ai toujours dit,
les animaux sauvages, c'est une game is a white man's hobby. Vous comprenez ça en français? La chasse est un passe-temps de blanc. Exactement. Parce que les Africains, eux, chassent pour se nourrir. Oui, exactement. Et aussi, j'ai presque jamais rencontré un Africain qui a vu un éléphant. Parce que dans les grandes villes, on ne voit pas des éléphants. Oui, des éléphants, mais ce sont les hommes politiques. C'est une autre espèce. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique du Sud, l'évolution de l'Afrique du Sud, la transition entre l'apartheid et aujourd'hui ce qui se passe... Oui, c'est très difficile. Je crois que le seul peuple libéré sont les Blancs. Parce qu'ils sont moins coupables. Et pour les Noirs, pas beaucoup a changé. C'est-à-dire, il y a encore une grande pauvreté, mais il y a aussi une classe moyenne qui a une grande responsabilité. Et je ne suis pas très optimiste, je dois dire, pour l'Afrique du Sud, parce que je me demande où tout va bien. Il y a aussi un ressentiment, parce qu'on a eu cette réconciliation, pour moi, c'est un mot très difficile à voir. Et ça a une idée très bien, mais c'est difficile. C'est très difficile après tout, ces choses dégueulasses, de dire c'est un passé et maintenant il n'y a que de l'avenir. Un peuple a souvent aussi besoin d'une certaine haine. On comprend ça aux Pays-Bas, on a eu une guerre avec les Allemands, on parle encore de ça. On parle encore des traumatismes de guerre. Et là-bas, en Afrique du Sud, que de l'avenir et il faut vivre avec les gens qui ont fait des choses dégueulasses. Peut-être... Quand on retire le bâillon, il ne faut pas s'attendre à des remerciements. Exactement. Et ça c'est pénible. Et aussi, au ANC, on ne veut pas parler de ça parce que c'est le parti multiculturel. Mais il y a des voix plus fanatiques. Zuma, par exemple, le leader qui habite à Natal, ça peut bien être le président de l'Afrique du Sud. Le prochain. Oui, et donc, et ça pose des problèmes. Alors, je crois que dans un de vos livres, vous traitez d'un pays qui est partagé aussi au niveau religieux, avec un nord musulman et un sud chrétien. Pour moi, c'est le livre qui est une situation de Palme qu'on retrouve dans beaucoup de pays en Afrique, dont notamment au Soudan, dont on parle beaucoup, mais également en Côte d'Ivoire. Et je voulais aussi montrer une Afrique qui n'est pas seulement victime. L'Afrique est devenue aussi un pays qui est aussi coupable. C'est aussi un acteur. Un auteur, pas seulement victime. Parce que 150 ans de présence des Blancs, oui, bien, ça a tout à fait changé le continent, mais c'est une réalité. Mais maintenant, nous avons les leaders français, les leaders africains, et souvent il y a des leaders tout à fait corrupts. C'est aux Africains de se débarrasser de quel pays vous êtes-vous inspiré pour décrire cette réalité? C'était une fantaisie de Sénégal, mais aussi, pas Sénégal seulement, mais aussi, comment ça s'appelle, Libéria, l'Afrique d'Ouest. Tout cette petite guerre, tout à coup tous les noms m'échappent, c'est-à-dire en Sierra Leone. C'est Sierra Leone, c'est ça. Mais c'est un pays fantastique. Pour revenir au Soudan, dont on parle beaucoup actuellement, est-ce que c'est un pays que vous avez visité et quelle est votre vision des choses entre... C'est une tragédie humaine et on ne fait rien. On fait tout pour le Balkan, ça c'est parce que c'est nous, ce sont les Blancs. Et là-bas, c'est trop loin et il n'y a pas peut-être des choses importantes. Maintenant, comme les Chinois sont présents, ça devient tout à coup très intéressant, surtout pour les Européens et les Américains. Parce que la présence des Chinois en Afrique, c'est très intéressant ce qu'on fait là-bas. Il y a se parle de cette mondialisation. J'ai rencontré des jeunes Africains qui viennent de l'Afrique d'Est, qui sont en chômage, parce que les Chinois ont pas seulement fait de bons chemins aux directions des mines et des matériaux qu'on a besoin de leur
Matières premières. Oui, matières premières, mais aussi ils ont tué parce qu'ils ont la petite industrie textile, donc il y a un pourcentage de chômeurs plus de 50% dans l'Afrique de l'Est. Et quand on est un jeune homme plein d'énergie et d'hormones, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce continent qui était toujours l'exemple, le continent des éclairages, le continent superbe, l'Europe. Donc on va là-bas et tout à coup on marche là-bas dans les grandes rues de Paris ou de Londres comme citoyen de troisième classe. Et ça c'est une réalité très pénible. Et c'est une leçon pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce que nous avons fait à l'époque. Donc, je joue un rôle, mais je n'accepte pas dans ce moment l'Afrique comme victime. Il faut faire quelque chose, mais dans le cas de Darfour, nous avons vraiment besoin d'une aide internationale, donc l'idée de M. Kouchner, le corridor humain, pour faire quelque chose. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. D'accord. Pour revenir maintenant sur un petit peu des clichés, mais souvent les clichés sont vrais. Oui. Pour revenir aux Pays-Bas, donc vous vivez actuellement aux Pays-Bas? Oui, maintenant à Paris. Vous suivez, j'imagine, l'actualité. Donc la situation semble assez tendue aussi entre populations, on va dire, comme en France, les Hollandais, ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir parce que nous vivons dans un temps de transition. Et le temps de mondialisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On n'ouvre pas les fenêtres, on ferme les fenêtres. On regarde à son propre ventre et l'ombril. Et on va inventer une identité qui n'existe pas. Tout à coup, les Hollandais parlent de leur passé, de leur grand passé du XVIIe siècle. Ça doit être nouveau exemple. C'est le Premier ministre qui a dit la mentalité des compagnies des Indes. Ça, c'est la mentalité des Hollandais. On a traduit récemment le Nouveau Testament dans un dialecte d'Hollande d'Est. Parce qu'ils ont peur de ce monde international. On va réinventer un hollandais qui n'existe pas. Et à l'université, aux écoles, on parle d'une canon, comment ça se dit, de passé, une histoire inventée. Patrimoine. Qu'est-ce que nous devons savoir pour être hollandais, pour savoir identité nationale. On parle de ça aussi dans les élections hollandaises. C'était Madame Ségolène Royal qui a tout à coup parlé de drapeau national et le drapeau tricolore chez nos balcons. Et c'était le thème aussi de Sarkozy les dernières semaines des élections. Et ce sont toutes des réactions sur un monde qui est devenu plus grand et plus international. Si on aime ou pas, c'est une réalité. C'est une réalité qui était devenue possible avec les techniques que nous avons. Nous savons tout d'autres mondes. Nous pouvons très bien voir comment on vit en Indonésie, mais les pauvres qui vivent là-bas savent très bien comme nous vivons avec nos vies décadentes. Et tout à coup, il y a des autres qui vont aussi avoir une part de ce grand gâteau. Alors, est-ce que ça ne serait pas un mouvement de retour de balancier, puisque les Pays-Bas ont été très loin dans la liberté, oui, dans parce la liberté qu'on n'avait jamais parce que c'est très facile d'être libéraux et avoir des idées de liberté quand on n'a pas un contact avec une réalité. Tout à coup, il y a les Noirs, il y a des étrangers, il y a des gens qui sont venus introduits par les industries. Et tout à coup, ces gens disent, mais nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas seulement les ouvriers, nous avons des femmes, nous avons une autre religion, et nous sommes là. Et ça pose la question de la morale, puisque par rapport à la drogue, enfin au sexe, à tous ces problèmes-là, ce sont des populations qui ont une morale, enfin une façon de vivre presque opposée. Oui, mais c'est une réalité, il faut trouver un chemin pour ça. Ils sont là et ils ne quittent pas notre pays. Donc ils ne sont pas part de nouvelle Europe. Et ça, c'est un grand défi pour les anciennes valeurs de l'Europe, mais aussi réalité. Il faut trouver un chemin de nous deux, parce que les autres ne quittent pas. Donc c'est très important d'avoir des mosquées construites. Les mosquées, excusez-moi, ça c'est anglais, par l'État,
pas de, aussi éduquer les imams, pas importer les imams de l'Arabie saoudite qui sont les prêtres d'Inde, mais une éducation transparente. L'islam européen. Exactement. Et c'est là où change l'islam, dans les faubourgs, dans les banlieues, dans les grandes villes de l'Europe, aussi à Amsterdam, à Paris, à Londres. Et ça doit être ouvert. Et aussi dans nos médias, on voit presque pas ces visages bruns, métis, noirs. C'est part de notre culture. Mais quand on voit à l'Assemblée nationale, on voit quelques visages noirs de France outre-mer, mais ils ne sont pas présents dans les élus des grandes villes. C'est pas à nous, malheureusement. J'ai qu'un vote et des livres. C'est déjà beaucoup. Ici, par exemple, on a un souci par rapport à la colonisation. On parle du rôle positif de la colonisation, il y a des indigènes de la République. Est-ce qu'en Hollande, par exemple... Le débat que vous avez eu, ça a joué un petit peu un rôle avec l'esclavage, parce que nous n'avons pas eu un monument pour l'esclavage. Maintenant, nous l'avons. Mais beaucoup d'Hollandais disaient, mais il y a longtemps. Mais longtemps, 150 ans. Je connais une femme de 60 ans qui a eu une grand-mère qui était une esclave. Donc, quand on parle des gens avec les grands traumatismes de Deuxième Guerre mondiale, ça peut jouer un rôle dans quelques générations. Donc, je trouve ça très important d'avoir un lieu de mémoire. Mais dans ce débat, il faut toujours méfier le politique correct. Il y a aussi des choses positives de colonisation. Ça n'a rien à voir, on ne peut pas le nier, mais c'est ridicule de faire une loi, surtout une loi qui est passée dans l'été sans aucune opposition, qui tout à coup dit qu'il n'y a que des effets positifs. C'est une balance des deux, et c'est aussi, là-bas, aussi une réalité. Il faut vivre avec ça. Ça n'a rien à voir que, nous sommes coupables et nous sommes victimes. Le monde est à nous deux. Et 9% de la population du monde est blanc. Et c'est très important de savoir que pas tout le monde pense comme les blancs. Et les blancs ne savent pas ça. Les Hollandais sont réputés grands voyageurs. Oui, mais maintenant, nous ne sommes pas les voyageurs. Maintenant, nous avons fermé les fenêtres. Nous avons peur aussi. Mais pour moi, c'est un défi. C'est un défi. Pour les générations. Oui, aussi, mais c'est difficile. C'est très difficile. Très, très difficile pour tous les partis. Mais quoi faire ?